Pour faire une vidéo synthétique, je vais prendre l'exemple de peindre donc, une parabole qui fait à peu près 1 mètre de haut, sur 90 de large. Ça représente une grosse aile, on va dire. Donc ça c'est une parabole qui était abîmée, hein, que je ne pouvais pas commercialiser. Parce que sur la bordure, elle avait un petit choc hein, sur la palette. Donc ça arrive souvent, ça, une ou deux sur une palette de 100 pièces. Et j'ai dû la peindre 20 fois. Hein. Vous voyez là, j'avais essayé notamment le bleu avec lequel j'ai repeint la 406. Je les ai repeintes un grand nombre de fois et de 36 000 manières différentes. Il y a aussi une chose importante, c'est que sur cette parabole, avant que je la repeigne, elle avait traîné longtemps dehors, hein, on s'en servait pour différentes choses. Les gamins, je crois, ils avaient même fait un peu de luge avec. Elle était assez rouillée. En tout cas, elle avait beaucoup de points de rouille. Quand on a peur de la rouille, traiter différemment, c'est ce que je vous montrer là. Mais je vais vous montrer aussi comment on fait une réparation, une bugne, une bosse, au mastic polyester. Donc je vais prendre le marteau. Voilà, là, c'est une belle bosse. Donc on va réparer ça. C'est une grosse bosse. Je voulais même pas en faire autant, mais enfin on s'est fait, c'est pas grave. Donc on va voir comment on fait pour réparer ça. Alors il y a plusieurs méthodes. D'abord on va redresser au marteau. Et ensuite il va falloir récupérer tous ces arrondis pour que ce soit nickel. Pas forcément facile, mais on y arrive. Voilà, là on a une belle bosse. Je vais commencer par le débosseler avec le marteau, mais en tapant de l'autre côté. Donc comme c'est de l'acier, l'acier a une propriété, c'est que c'est quelque chose d'assez élastique. Hein. Il retrouve bien sa forme à condition de taper au même endroit mais à l'envers. Voilà, alors bien sûr c'est pas redressé, hein, mais le gros morceau est fait. Donc on va pas mastiquer 3 cm d'épaisseur. On récupère au marteau. Alors au marteau, quand on peut démonter la pièce, ou en tirant dessus, quand on peut pas. Alors quand on tire dessus, quand on fait du débosselage. Le débosselage, vous avez des appareils spécifiques. Moi je me débrouille quand je veux le faire en place. Je fais des petits trous, je mets du mastic, j'arrive à tirer. Mais sinon vous démontez, vous tapez de l'autre côté. Voilà, donc il existe 36 000 sortes de marteaux. Vous avez vu que j'ai fait après que le premier qui me passait sous la main. Hein. Il ne s'agit pas de faire ce genre de réparation en ayant tout le matériel d'un carrossier. Sinon il vaut mieux le faire réparer. Mais juste avec ce qu'on a. Donc en principe on a un marteau. Il ne faut pas être trop intégriste. Alors j'ai fait un grand coup au milieu pour redresser le gros morceau. Et puis j'ai vérifié quelques petits endroits où il y avait encore des bosses. Là, il me reste des irrégularités qui doivent faire au maximum 2-3 mm, pas plus. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y en ait qui dépassent. Donc il faut bien vérifier qu'on a des creux et pas des bosses. On ne va pas poncer les bosses en métal. Je vais tout
dégraisser, nettoyer, décrasser, hein, eau ammoniac alcool avec le tampon à gratter. Sécher tout ça. Et commencer par poncer. Puis réparer, c'est-à-dire remettre dans une forme géométrique précise toute cette surface. Avec des mastiques polyester, des abrasifs, des tampons manuels, la ponceuse roto-orbitale aussi, et jusqu'à obtenir une surface qui me convienne. Voilà, en principe, vous voyez qu'on est loin d'avoir une surface de qualité, hein. C'est bien bugné, j'ai des trous et des badoles partout. Donc tampon à gratter et eau alcool ammoniac, 45% d'eau, 45% d'alcool pur et 10% d'ammoniac. Bien gratté comme quand on veut récurer une casserole avec ce mélange. Et bien essuyé à sec avec du tampon d'essuyage, type essuie-tout. Voilà, ça décrasse bien. On enlève tout ce qui traîne. Et Dieu sait qu'il y en avait sur cette parabole qui a traîné partout, même dans la terre. Et je vais vous montrer comment je fais quand j'ai des grandes zones à corriger pour me donner un guide. Alors il existe plein de cales, hein, mais j'en ai pas. Et je ne vais pas en acheter pour faire ça. Donc en fait, je vais utiliser les zones qui sont symétriques. Donc vous avez une courbure là, sur la zone qui a été abîmée, qui est la même que là. Attention, c'est pas la forme qui est la même, puisque c'est comme dans un miroir. Vous pouvez prendre un moule là et le mettre là, ça ira pas. Par contre, les arêtes sont les mêmes. Donc on va faire une arête. Je vais vous montrer comment je fais. Et puis on la posera exactement au même endroit en prenant les mesures, pour se donner un guide dans les endroits les plus déformés, où on risque d'avoir le plus de mal à corriger. Ça nous fera des très bons repères pour conserver la géométrie. Donc je vais commencer par poncer, mais quand on ponce pour une réparation de ce type, je ponce toujours d'abord les zones à réparer. On les voit beaucoup mieux quand il y a de la peinture, en l'occurrence là c'est un vernis avec base mat, que quand c'est poncé. Quand c'est poncé, on risque de passer à côté de beaucoup de petits défauts qu'on ne voit plus. Parce que simplement, après une base mat, ça ne brille pas. Et donc on a beaucoup de mal à voir ces défauts là. Donc je commence par poncer les zones à réparer, je répare mes zones, et ensuite je ponce tout le reste. Voilà, donc je vais commencer à poncer les zones à réparer. Donc ma ponceuse, je vais mettre quelques gouttes d'huile, ça fait un petit moment que j'en ai pas mis, une demi-journée à peu près. Donc toujours ce tuyau là où j'ai mis l'huile vers le bas, hein, pour pas que lui aille dans mon tuyau principal qui lui n'a pas besoin d'en avoir. Et donc raccordement avec le raccord rapide d'une main. Voilà, là je suis à 6 bars et demi, 6 bars 2. Donc pas d'interface mousse. Donc quand mon tuyau est toujours vers le bas, hein, donc j'ai pas mis bien sûr d'interface mousse hein, pour faire ce travail là, un travail grossier important. Après un léger ponçage au 120, on voit bien les zones où le métal apparaît. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer ça. Il y a des endroits où on voit le métal. Et des endroits où on n'a même pas attaqué le vernis, c'est les creux. Donc là, il faut faire attention à ce que ces endroits où on a déjà attaqué le métal
C'est pour ça qu'on n'utilise pas l'interface smooth, comme ça on les voit bien. Ne soit pas en excès, c'est-à-dire au-dessus de la géométrie du plan. Hein. Donc si on a un doute, on tapote légèrement sur ces endroits où apparaît le métal pour les renfoncer légèrement. On peut rajouter 1 millimètre de résine, mais enlever 15 dixièmes de métal, c'est plus compliqué. Voilà, je sentais une légère bosse sur la droite, mais c'est tout. Le reste, non. Le reste, ça sera en dessous de la zone. À la main, on sent plus rien déjà. Donc là, je vais continuer à poncer. Je pourrais m'arrêter là. Hein. Si je faisais une réparation sur une tôle que je ne connais pas, ou qui était par ailleurs en bon état, je m'arrêterai là. Par contre, je sais que dessous, il y a de la rouille. Donc, je vais aller jusqu'au métal pour traiter la zone de réparation en partant du principe qu'il y a de la rouille. Je vais vous montrer après comment je fais. Donc là, je vais poncer jusqu'au métal la zone de réparation et traiter contre la rouille. Là, j'ai poncé donc jusqu'au métal. Il reste quasiment plus aucun après. Alors, pour faire la réparation, on n'est pas obligé de faire ça. Je fais ça pour vous montrer comment je traite la rouille. Là, vous n'en voyez pas forcément, hein, comme elle a été poncée, on ne la voit plus. Mais il y en a dessous. Ça s'infiltre, hein, vous savez que là, ça fait des piqûres. Hein. Les piqûres, vous ne les voyez pas, les micro-piqûres. Hein. Et je vous garantis, quand je l'ai faite la première fois, c'est un tas de rouille. Donc là, je sais que si je ne fais rien, je vais avoir des piqûres qui vont remonter un jour ou l'autre. Bien sûr, pour une parabole, c'est pas grave, mais pour une voiture, c'est plus embêtant. Donc là, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais traiter contre la rouille, avant de mettre mes mastiques. Les mastiques protègent bien, mais je préfère transformer la rouille en acier. Donc là, je l'ai poussiéré et je vais appliquer de l'acide chlorhydrique pur. Donc l'acide chlorhydrique, j'en utilise pour plein de choses. Et je l'applique sur toute ma surface. Donc pour faire si peu, vous voyez, j'ai même pas mis de gants, je vais juste me laver les mains tout de suite. C'est de l'acide chlorhydrique, hein, c'est pas de la sulfurique. La sulfurique, vous y touchez pas. Hein. Donc l'acide chlorhydrique attaque le calcaire, mais aussi les oxydes. Tous les acides vont neutraliser la rouille. Hein. Quand les gars ils récupèrent des pièces en métal au fond des océans qui sont toutes rouillées, ils les trempent dans des bains, des mélanges d'acide. Donc l'acide réduit la rouille, et en fait ça réduit du fer. De ce fait, on va avoir les mêmes réactions que la carrosserie, la tôle d'origine, sensiblement. Donc on peut le faire avec autre chose que de l'acide chlorhydrique. Alors l'acide chlorhydrique, c'est moins cher, hein, ça coûte 1 € et quelques litres. Hein. Mais on peut le faire aussi avec du vinaigre ou de l'acide citrique, du jus de citron, hein, en clair. Mais l'acide chlorhydrique est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, et ça va plus à cœur. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, ben, vous prenez un vieux clou rouillé, vous le trempez dans un verre contenant de l'acide chlorhydrique, vous le laissez la nuit, vous regardez le lendemain matin, et votre clou il sera couleur métal brillant. Donc là je vais laisser sécher comme ça une demi-heure, pour être sûr que mon acide chlorhydrique aille bien neutraliser toute ma rouille à l'intérieur. Et ensuite je neutraliserai l'acide avec eau ammoniac alcool encore une fois. Eau ammoniac alcool, il y a de l'ammoniac, ça neutralise l'acide. Par contre, ça fait des sels. Donc une dernière fois, on rince à l'eau abondamment. Et là, on aura du métal pur. Voilà, ça fait environ une demi-heure. Donc j'essuie avec un tampon d'essuyage. Hein. Et j'applique eau ammoniac alcool.
Ah, maintenant il ne me reste plus qu'à rincer une dernière fois à l'eau claire et à essuyer. Et là j'aurai une surface vraiment parfaite. On a un acier qui est vraiment apte à recevoir tout ce que vous voulez dessus. Là, ma pièce est bien séchée, dégraissée. Donc en dernier lieu, j'ai passé au ammoniac alcool et un essuyage bien à sec. Je vais pouvoir donc commencer par corriger mes défauts de carrosserie, la zone que j'ai poncée jusqu'au métal, au niveau des formes en appliquant des mastiques polyester. Sauf que la zone à réparer est considérable, très étendue. Elle fait 45 cm sur 50 pratiquement. Donc là, au mastic, si on y va comme ça sans repère, on va faire des vagues. Hein. On n'arrivera jamais à retrouver les mêmes courbures. Donc c'est exactement ce qui se passe quand vous refaites une aile. Alors l'avantage, quand vous refaites une aile par exemple, c'est que vous en avez une autre de l'autre côté. Donc alors attention, c'est une symétrie mais axiale. Donc vous n'avez pas les mêmes formes. Vous ne pouvez pas prendre une zone ici et la plaquer là. Les rayons de courbure ne sont pas les mêmes, ils sont inversés, comme quand vous regardez dans un miroir. Par contre, ce qui reste le même, c'est le rayon de courbure. Donc on va prendre des arêtes qui vont nous servir de référence pour faire des gabarits. Alors il existe un grand nombre de gabarits de tout rayon de courbure. Les carrossiers en disposent en principe d'un grand nombre. Mais d'une part, sur des longueurs pareilles, vous aurez du mal à en trouver. Et d'autre part, ça coûte assez cher d'avoir tous les jeux. Donc moi, je fabrique mes gabarits en résine, avec de la résine fibrée et du film électrostatique. Alors c'est bien, ce sont des arêtes, donc il ne s'agit pas de faire des zones de 10 cm de large. Vous verrez quand j'aurai formé mon premier gabarit, il fera à peu près 1 cm de large, et lorsque je l'appliquerai de l'autre côté, je le poserai sur le côté pour n'avoir que 3 ou 4 mm, qui me servira de repère. Alors on peut en faire plusieurs lorsque la dimension est importante. Là, normalement, il faudrait que j'en fasse 4 dans ce sens et au moins 3 dans l'autre. Ça prend du temps, donc là, bon, je vais en faire une pour vous montrer. Mais si vous devez en faire plusieurs, n'hésitez pas. Alors généralement, ce que vous avez à réparer, ce n'est pas des zones aussi vastes. Hein. Vous avez des zones plus petites. Donc en règle générale, pour une bosse qui fait un enfoncement de 6 ou 7 cm, je ne fais pas de gabarit. Je le forme à la main. Quand on a l'habitude, on le fait vraiment très précisément. Après, si j'ai des zones de 20-25 cm, là, je vais me faire au moins un gabarit. Quand j'ai aussi des arêtes, sur les portières, souvent vous avez des arêtes. Là aussi, je forme des gabarits pour retrouver exactement les mêmes formes. Ça me sert de guide. Donc, je vais vous montrer comment je pratique. Donc là, je vais prendre un peu de film électrostatique pour bâcher les voitures. Hein. Mais vous pouvez faire ça aussi avec du film de cuisine, ça accroche bien. Le but d'utiliser ça, c'est que la résine, le mastic polyester, que vous allez appliquer ensuite pour le former avec votre gabarit, ne va pas coller. Et vous pourrez démouler facilement. Voilà, j'ai commencé à délimiter une zone qui sera mon arête, qui va me servir de gabarit. Pour définir ça, je place donc 2 rubans orange. Alors je mets du orange parce qu'il est important de ne pas laisser de colle sur tout ça, hein, et pour que la coupe soit nette. Et je prends des repères. Donc côté gauche, j'ai mis ce bord du ruban dans l'axe d'un trou qui est sur le côté. Et ensuite, donc je le colle ici. Je le tire bien, que ça fasse une droite, et je la baisse. Bien droit. Et je colle une deuxième bande en laissant un espace de 7 à 8 mm, plutôt 8 mm, où se trouvera mon gabarit, qui se formera. Et je le colle bien tout le long.
De ce côté, je n'ai pas de repère physique. Donc je vais mesurer. Ici j'ai des trous par exemple, ici j'ai une arête. Je vais mesurer la distance qu'il y a entre le bord de mon rouleau et ce point-là. Et j'appliquerai la même distance ici et là-bas. C'est l'autre trou qui me servira de repère. Pour que j'ai exactement le même endroit, la même arête, symétriquement par rapport à l'axe de ma parabole. Alors dans ce sens-là, une parabole est symétrique. Dans l'autre, non. L'arrondi ici est différent de l'arrondi là-haut. Hein. Les paraboles sont comme ça aujourd'hui. Ça va me permettre d'avoir donc le même arête sur les deux endroits symétriques. Ensuite, pour bien faire, je vais former donc cette zone-là. Donc la zone la plus endommagée, c'est celle-ci. C'est pour ça que j'ai pris mon arête ici. Donc il suffit. Ensuite, il faudra donc que je place mon gabarit au même endroit. Donc je mesurerai bien pour partir. Je vais mettre deux bandes là-bas de la même façon et arrêter aussi à un endroit précis pour bien la positionner exactement au même endroit. J'appliquerai un peu de résine universelle qui est assez fluide pour former, pour mouler une arête centrale qui me servira de guide. J'utiliserai du mastic noir qui sera très visible à côté du mastic universel jaune de remplissage qui me servira à masquer, à corriger l'essentiel. Mais mon gabarit, une fois moulé, ma base, mon repère sera noir, comme ça je le verrai bien et j'éviterai d'avoir de l'endommager parce que je ne le vois plus. Donc voilà, pour mouler ça, pour mouler mon gabarit, je vais utiliser donc de la résine fibrée, parce qu'il faut que ça tienne, hein, la forme, et du film électrostatique, du film donc polyéthylène électrostatique. Vous pouvez aussi utiliser du film alimentaire, hein, c'est à peu près le même genre de choses. Il ne faut pas utiliser de PVC ou des matières qui adhèrent au mastic, parce qu'après il faut que ça démoule de l'autre côté là-bas. Voilà, là j'ai matérialisé l'axe central de la parabole. Ce côté ici, je suis exactement au milieu, en prenant des repères, hein, c'est assez facile. Donc cette forme-là devrait être exactement à la même distance. Voilà, j'ai tracé tous mes repères. J'applique donc mon film électrostatique en veillant bien à bien tendre le centre, là où il va y avoir mon gabarit, pour éviter qu'il y ait des vaguelettes. Je vais maintenant préparer mon mastic polyester fibré et en mettre sur la zone où je veux former mon gabarit. Je prépare donc mon mastic polyester fibré. Alors là, il en faut assez, hein. Environ 100 cm3. À peu près ça. Quand je travaille avec ces spatules, j'en ai toujours deux, hein. Et suivi l'une avec l'autre. Alors ce sont les mêmes spatules que j'ai utilisées pour faire la 406. Vous pouvez les utiliser un grand nombre de fois. Et elles se nettoient. Quand elles sont sales comme ça, là, je vais laisser un peu de mastic dessus, une couche de 1 mm ou 2. Et puis ça partira d'un bloc. C'est hyper pratique. Donc environ 2% de durcisseur. Alors, il y a beaucoup de durcisseur parce qu'il y a beaucoup de mastic, hein. Ça fait 2% à peu près. À partir de ce moment-là, vous avez à peu près 10 minutes pour l'appliquer et le former. Après, il va commencer à changer de viscosité et il va commencer à durcir. Quand un mastic polyester commence à durcir, surtout, il ne faut plus y toucher, hein. Sinon vous cassez tout. Ça fait des fêlures.
Et ça perd complètement de sa résistance. Ça arrive quand on essaye de faire parfait du premier coup. C'est impossible quasiment, sauf vraiment quand c'est des micro-défauts, mais sinon c'est pas possible. On l'applique rapidement, on laisse sécher, on revient dessus. Voilà. Donc je prends une bonne quantité de mastic et je l'applique là en bande entre mes deux donc traits jaunes, en déterminant l'endroit où je m'arrête. Donc je vais commencer ici. Voilà. Ah oui, mes spatules, ce qui reste là, je l'étale pour que ça fasse une couche assez épaisse. En séchant, et ce sera sec. En tordant juste un peu ma spatule souple, ça démoule. Voilà, je vais laisser comme ça. Tac. Voilà, ça c'est la première opération. Tant qu'il est frais, il faut lui donner sa forme. On rabat le film jusqu'en bordure. Là. Et on le fait en boudin. On l'aligne sur la bordure et on le fait monter pour lui donner de la résistance, pour qu'il garde bien sa forme. Là. Alors maintenant je serre de l'autre côté pour que à la base ce ne soit pas plus large que l'intervalle entre les deux rubans de masquage. Je vais déplacer la caméra pour vous montrer. Voilà, quand vous avez formé pour que l'épaisseur, la largeur soit pas supérieure entre les deux rubans de masquage, vous le tenez parce que ça devient très vertical. Hein. Vous le tenez avec un peu de ruban. Voilà, je l'aligne bien une dernière fois. Je tapote un peu pour que tout soit bien plaqué. Voilà. Là, ma forme sera prise. Et elle pourra me permettre de donner la forme de l'autre côté. Là, je vais attendre environ 25-30 minutes. Il faut que ce soit plus que sec au toucher. Il faut que ça commence à être assez résistant. Là, mon gabarit est bien sec. J'ai enlevé le surplus de film plastique. Et j'ai fixé ce qui pouvait déborder avec de l'adhésif. Et donc avant de le déplacer, je vais bien repérer à quel niveau, dans ce sens-là, je vais devoir le positionner. Donc je fais des repères. Alors, donc je prépare un peu de mastic noir, beaucoup moins bien sûr, parce que là, je vais l'appliquer sur ma zone à corriger.
Donc je vais en mettre très peu. Pas la peine que ça déborde de tous les côtés, au contraire. Si j'ai des zones où il en manque, c'est pas grave, du moment que je pourrais faire le raccord entre deux. Donc c'est le mastic que j'emploie sur les plastiques, mais on peut l'appliquer sur toute autre forme de support. Vous voyez que là, après un bon dégraissage, je l'applique directement sur le métal. Alors bien sûr, ce ne serait pas le cas si j'avais des zones à faire uniquement sur métal, mais là c'est parce que je bénéficie de la couleur noire qui va me faire un beau guide bien visible pour la régularité. Voilà. Bien essuyé. Là, je vais en mettre juste au bout. Là. Pas plus que ça. Vous arrêtez bien. Là, je suis un peu trop loin. Oui. Là, il ne faut pas en mettre sur la zone en bordure. Là. Que ça puisse fluer. Après, si vous avez des zones qui sont beaucoup plus creuses, bien sûr, vous complétez pour arriver à remplir la zone. Mais comme là, j'avais déjà pas mal dégrossi au marteau, j'ai vraiment pas beaucoup d'épaisseur. Il y a des endroits, peut-être que j'ai 1 ou 2 mm, pas plus. Donc maintenant, je vais appliquer ma baguette dessus en la centrant bien pour bien écraser. Tenir avec l'adhésif jusqu'à ce que ce soit sec. Là, j'ai bien écrasé ma baguette. Je retire mes rubans sur les côtés. En tenant, il ne faut pas que ça bouge. Et pour être certain que ça ne bouge pas, je fixe avec 2-3 bouts de ruban adhésif. Là, je vais laisser sécher environ 20 minutes, le temps que ça catalyse. Donc, bien sûr, la précision peut pas être à 100%, hein, ça ne peut pas être une perfection. La perfection, ça n'existe pas vraiment. Si je n'avais pas fait ça, au centre, là où c'est le plus endommagé, j'aurais fait des écarts à la main de plusieurs dixièmes. Ce qui aurait été vraiment très visible après vernis. Là, on n'est pas parfait, mais enfin à quelques centièmes près, on ne doit pas être loin du compte. Donc vous allez voir après comment je continue à améliorer ça. On va arriver à une précision à quelques centièmes. Quelques centièmes sur une surface de cet ordre-là, c'est plus visible à l'œil. Vous verrez que sur cette zone-là, donc normalement là je devrais en refaire. Hein. Une ici, une ici, une ici. On fait exactement de la même façon. Si on travaille, donc si on a une aile et une autre, si on doit refaire une aile et qu'on a l'autre en modèle, on fait les 4 d'un coup. Hein. Ça prend pas strictement pas plus de temps, le plus long c'est le séchage. Mon mastic est maintenant bien sec, donc je vais retirer tous les adhésifs, retirer ma baguette, et je devrais avoir mon gabarit qui a bien fait son empreinte.
Voilà ce que ça donne au départ. Donc au départ, il y a plein d'aspérités, hein, c'est normal. On va poncer à la main pour arriver à la zone que je vois, qui était au contact de mon plastique. Donc quand j'ai enlevé, ça tient, hein, forcément, il y a des bordures, hein, ça colle. Enfin, vous l'enlevez et vous avez sur des endroits où vous avez le mastic polyester qui a bien collé à l'acier, qui vous donne le niveau de repère. Donc on va poncer pour enlever les excédents, rajouter un peu de mastic pour boucher les zones où il en manque, et on aura un beau repère pour guider le ponçage. Donc en ponçant délicatement, on arrive à avoir une courbe homogène. Donc il faut enlever les boursouflures, les surplus. Une fois qu'on est au bon niveau, on va poncer délicatement et toujours la même dose. Pour enlever la même quantité de matière partout, jusqu'à tangenter sur les bordures. Voilà. Ici je suis bon. Là-bas il m'en reste peut-être 1 ou 2 dixièmes. Voilà. Le plus gros creux était ici. Je rattrape à peu près un gros millimètre. Ici presque rien. Ici 1 millimètre. Donc ça va boucher les trous. Et vous allez avoir une courbe uniforme. Donc maintenant, vous voyez ici, il n'y avait rien parce qu'en fait mon métal est à la même hauteur. Ma courbe est régulière. Ici par contre je rattrape beaucoup parce que j'étais en dessous. Donc je vais bien nettoyer, dégraisser et appliquer ma première passe de mastic universel, le jaune, sur la totalité de la surface, en prenant soin d'essayer de respecter les formes et les courbures, et en m'appuyant sur ma barre ici, pour me donner la courbure générale au centre. Voilà, j'ai bien dépoussiéré, dégraissé ma zone. Et donc on voit que lorsqu'on enlève, une fois enlevé les boursouflures latérales, quand on ponce ensuite l'ensemble de la zone de manière régulière, à un moment donné, on va avoir des endroits où on va être au métal, des endroits qui seront plus prononcés, et on sera à tangenter sur les bordures. Quand on tangente et qu'on commence à voir apparaître quelques points de métal, c'est qu'on est bon. On est à la zone qui nous permet d'avoir la même courbure que la zone d'origine. Je prépare donc mon mastic. Là c'est de l'universel, hein. Mastic très fin qui accroche surtout, de couleur beige. Vous voyez qu'il laisse très peu d'alvéoles. Le mastic est maintenant bien sec, donc je vais le poncer. Je vais commencer au 150 avec la ponceuse roto-orbitale, sans tampon mousse. Alors doucement, délicatement, le but est d'enlever les grosses aspérités qui dépassent, en tirant droit, sans interface mousse. Ensuite, je passerai du 180 avec interface mousse. Donc je vais chercher délicatement la zone où j'ai mon repère. On voit ici le noir transparaître en dessous. Je n'ai pas encore attaqué le noir. C'est le bon niveau. J'ai une zone où je ne le vois pas encore. Il faut que je ponce davantage. Là, rien qu'en appliquant la ponceuse, je sens déjà
Comme ici, les zones où c'est très uniforme. Je ne sens pas d'escalier en pensant la ponceuse sans interface mousse. Par contre ici, je sens vraiment une zone de rupture. Ici, il manque du produit, c'est flagrant. Ici ça va, à partir d'ici, cette zone-là, il manque du produit. Donc je vais poncer un peu plus et rajouter du mastic à l'endroit où je sens la dépression. J'applique donc maintenant ma deuxième passe de mastic, polyester, toujours le même, l'universel. Ça ne devrait pas être loin du compte. Donc ponçage maintenant léger avec interface mousse et grain 180. Un bon dépoussiérage permet de voir bien toutes les petites imperfections, notamment les creux qui se remplissent de poussière et que vous pouvez ne pas voir si vous ne dépoussiérez pas à la soufflette. Voilà, là avec deux passes, pensez au 180, c'est juste dégrossi. Donc pour corriger les imperfections de forme, je ne parle pas là de la finition dans le détail, hein, mais juste de la forme générale, je vais utiliser une règle que je vais faire basculer progressivement pour voir si je trouve des zones de rupture. Ça se sent très facilement. Par exemple là, quand je fais ça, je sens qu'il y a un plat. S'il y a un plat, généralement, ça veut dire qu'il y a un creux. Et avec ma règle, je vérifie si j'ai bien un creux ou si c'est juste un plat. Ici, j'ai un plat. Ça veut dire qu'au centre, je manque de matière. Je prends un bout d'adhésif pour repérer les endroits où je manque de matière. Ici également. Il faut que je redonne du bombé. Après, si je me mets sur l'arête que j'ai refaite, là, je ne sens aucun plat. Ma courbe est parfaite. Si j'avais répété le nombre de plats, si j'avais répété le nombre de gabarits, et que j'en avais fait dans les deux sens, j'aurais quasiment une perfection. Pour aller plus vite, j'en ai fait qu'une, je vais passer un peu plus de temps à mastiquer. Là, on est bien. Voilà, c'est bon. Tant que j'y suis, je vais aussi vérifier ailleurs si je ne vois pas de petits défauts. Donc je me suis fabriqué une petite cale, c'est du bois de hêtre.
Donc ici, ma bosse est dans ce sens-là, allongée. Je vais essayer de la redresser dans ce sens. Voilà, j'ai pris un marteau plus petit pour pas tout défoncer. Là, avec la cale, j'ai rabaissé la bosse sans dépasser. Je suis quasiment... Là, je sens plus. Là, un petit peu, mais là, je sens plus du tout la bosse. Je me suis remis au niveau de la tôle. Voilà. Avec la cale, l'avantage c'est que quand on va arriver, on va renfoncer la bosse, et quand on va arriver, la cale va arriver au niveau de la tôle d'origine, la pression sera beaucoup moins grande et ça va s'arrêter, à condition de ne pas taper trop fort. Voilà, là franchement, il y a un petit coup de mastic et c'est parfait. Ici j'ai un petit point, mais léger. Hein. Voilà. Ah, c'est bon, je ne sens plus rien. Voilà, c'est tout pour les bosses. Maintenant, partout où j'ai mis des morceaux d'adhésif, c'est des endroits où il y a des creux. Donc il faut que je regarnisse légèrement. Je vais utiliser pour l'instant le même mastic polyester jaune, l'universel, en essayant de former avec ma spatule donc souple. Hein, l'avantage c'est qu'on peut la faire jouer. Vous voyez que là elle a un arrondi. En essayant de donner un peu l'arrondi, sans bien sûr essayer de refaire la forme, on le fera au ponçage ça. Mais ça permet d'avoir un peu plus de matière ici. Ici j'ai un sillon en fait, hein. Il faut que j'en mette tout le long là. Je vais en laisser un peu plus au milieu que sur les bords. Au bord, j'écraserai bien avec mes deux doigts et je laisserai plus libre au milieu. Donc ça, il y en a pour quelques minutes. Ensuite, on laissera sécher à nouveau. Pendant que ça séchera, je commencerai à poncer le reste, sans aller bien sûr dans la zone mastiquée, fraîche. Puis je reponcerai à la main ma dernière passe de mastic au 180 ou 150. Une fois que j'aurai tout corrigé, poncé, etc., je traiterai la totalité, mais auparavant je passerai un peu de mastic noir, la version donc plastique, qui va me servir en fait de guide de ponçage. Alors le guide de ponçage, en principe ça existe, hein, j'en ai utilisé, c'est de la poudre noire très fine qui va accrocher sur votre revêtement, hein, votre peinture poncée, votre tôle poncée, etc. Alors ça ne sert pas à corriger les gros défauts macroscopiques, hein, les défauts de géométrie, les bosses et les creux. Je sais que certains peuvent le penser, mais enfin, on n'y voit pas grand-chose, hein, c'est mat. Ça sert à corriger les micro-défauts. Ça va vous montrer les grosses rayures que vous avez loupées au ponçage. Ça va vous montrer les creux, les trous, les manques. Ça ne va pas vous montrer les défauts de géométrie macroscopique. Donc pour faire ça, j'utilise le mastic noir qui en fait est un très très bon guide de ponçage aussi. Hein. J'en ai discuté avec certains carrossiers qui font la même chose. Ici j'en ai mis un peu pour me souvenir que je dois corriger après ponçage. Hein. Je ferai un repère ici parce qu'une fois qu'on a poncé on ne voit plus rien. Donc voilà, j'en ai remis, j'en laisse plutôt trop que pas assez. Vous voyez, c'est pas très régulier mais c'est pas grave. Là il faut retrouver la forme, donc on en laisse suffisamment pour pouvoir reformer. On repassera une dernière passe de noir à la fin. Donc je vais dégrossir légèrement sans insister et sans interface mousse les dernières zones de mastic en passant sur les endroits qui sont en proéminence.
À ce stade, je sens très peu de différence de forme. Bien sûr, je sens des défauts, c'est grumeleux. Mais là, je vais finir à la main, délicatement, pour pour essayer de retrouver une surface qui ne présente plus de défauts au toucher et à la vue. Alors, il faut bien faire les zones là en bordure, parce que ça, c'est une zone qui était bonne. Donc il faut que j'aille poncer bien. Donc je ponce pas à plat, hein, je ponce plus sur la zone à poncer. Mon tampon est incliné légèrement. Voilà. Là, je vais poncer jusqu'à ne plus sentir de bosse, puisqu'en fait j'ai mis plus de mastic que les creux. Hein. Donc j'ai des bosses au lieu d'avoir des creux. Il faut que j'efface mes bosses en m'arrêtant juste à temps. Pour ne pas recreuser. C'est la phase la plus délicate, la plus longue. Et ça, il faut le faire à la main parce qu'il faut contrôler en permanence l'état de surface. Je n'ai senti qu'une petite bosse à un endroit. Voilà, là je sens plus rien. Quoi? Vous voyez bien à cet endroit? La trace plus sombre qui est mon gabarit que j'avais formé au tout départ et qui reste bien visible, parfois affleurant, parfois à 1 centième ou 2 au-dessous, et qui m'a toujours servi de guide pour ne pas être au-dessus ou en dessous de cette zone. C'est un véritable repère. Donc là, ça me permet à cet endroit-là d'être parfait par rapport à la géométrie globale. Si j'en avais fait plusieurs, je serais de la même façon très précis partout. Donc c'est un peu long à faire, mais ça fait gagner énormément de temps au masticage et au ponçage. Et ça permet d'avoir un rendu vraiment proche de la perfection. Mon mastic noir a bien séché, donc je vais juste égaliser un peu en surface dans les endroits où je vois un peu plus d'excroissance avec un grain 180 sans interface mousse et ensuite finir au 180 interface mousse. Donc j'ai mastiqué une première fois toute ma zone avec le polyester noir. Je l'ai poncé à la machine avec le grain 180 sans interface mousse.
Là, je repasse une deuxième passe légère sur les endroits où j'avais quelques aspérités. Je vais passer un petit coup à la ponceuse sans interface mousse, puis partout au 180 avec interface mousse, légèrement. Donc pour obtenir un résultat très correct avant l'après, j'aurais passé environ 5 passes de mastic polyester. Alors on peut faire en 3 passes des petites réparations, 4, 5, mais bon, il vaut mieux en faire plus, ça va vite, hein. C'est du temps de séchage, donc après on fait autre chose, plutôt que d'essayer de charger. Hein, j'aime bien les petites couches fines qu'on rectifie précisément. C'est comme ça qu'on arrive à faire des travaux assez précis, même si c'est énorme comme surface. Là c'est quand même un gros morceau. Alors, je vais repasser un peu à la main. Voilà, là on est bon. Là il me reste quelques coups de 150 à donner au niveau de l'après là-bas, les bordures et un peu de bleu. Fignoler à la main, les endroits. Un coup de 240 avec tampon mousse partout, légèrement, attention à la zone mastiquée, il ne faut pas insister. Sinon on va casser l'apparence assez sympa, hein. Moi ça me plaît bien. On va casser les formes sinon, hein, donc on y va tout doucement. Surtout plus repasser du 120, 150, voire 180 là-bas. Hein. Un petit coup de 240 léger suffira. Et ensuite, donc, je traiterai à l'acide chlorhydrique, puisque comme je vous le disais, cette parabole avait de la rouille, et même une rouille assez intense. Donc je veux me prémunir des piqûres de rouille, qu'on peut ne pas voir mais qui sont là. Donc je vais tout traiter à l'acide chlorhydrique, essuyer, neutraliser avec eau, ammoniac, alcool, bien rincer tout ça, dégraisser et appliquer mon après. Je laisserai bien sécher mon après. J'en mettrai une couche assez conséquente, pas exorbitante, hein, mais on va faire 2 passes. On va projeter 200 cc à peu près par mètre carré d'après, bien laisser sécher, poncer à nouveau délicatement au grain 400, puis 600, ou directement au 600, ça dépend. Et ensuite je serai prêt à appliquer donc ma base mat et mon vernis. Donc là je vais passer un coup de 240 avec le tampon mousse. Alors assez fermement sur les zones qui n'ont pas été réparées. Par contre très délicatement, juste en surface, une légère caresse sur les zones réparées. J'imprègne un tampon d'essuyage, c'est juste de l'essuie-tout vierge, hein, de bonne épaisseur. J'applique mon acide chlorhydrique partout, même sur le mastic, hein, il n'y a pas de réaction, c'est du plastique. Là j'ai essuyé à sec mon acide, j'ai essuyé sommairement avec du simple tampon, hein. Toutes ces phases là vous les faites avec du papier d'essuyage d'atelier, hein. Là maintenant je vais appliquer eau, ammoniac, alcool.
Voilà, donc on en met assez, hein, parce que le but là, c'est de neutraliser l'acide. Hein. L'ammoniac, c'est basique. Donc on va fabriquer du chlorure d'ammonium en surface, hein, c'est un sel. Il ne faut pas de sel hein, sur les peintures n'aiment pas du tout les sels. Donc là, on va essuyer et rincer pour éliminer tous les sels qui partent très bien à l'eau. Donc là, j'utilise des tampons d'essuyage pour produits à l'eau. Donc essuyage sommaire, hein, c'est pas la peine de sécher, d'essuyer jusqu'à ce que ce soit sec, puisqu'on va maintenant rincer à nouveau abondamment à l'eau. Il est important de bien rincer, que ça coule. Quand on fait une voiture, on le fait au jet à la limite, pour éliminer tous les traces de sel. Et là, je vais essuyer mais à sec. Voilà. J'attends que ça sèche, bien. Et ensuite, j'applique une dernière petite passe, mais légère, hein, doigt mouillé alcool séché. Donc ça fait beaucoup de passes, mais c'est l'ordre logique pour arriver à avoir à la fois une surface protégée contre les dégâts que la rouille peut causer et des tensions superficielles équilibrées entre toutes mes différentes zones. Hein. J'ai de tout là-dessus. J'ai du mastic, j'ai de la vieille peinture, de l'après, j'ai du métal et des endroits où j'avais des piqûres de rouille. Donc, pour se prémunir de ça, ces 3 étapes sont importantes. En principe, là, vous n'avez pas besoin de passer autre chose comme des graissants. Produit anti-silicone ou autre, c'est vraiment pas la peine. Surtout parce que je vais appliquer une dernière couche légère d'eau avec alcool pour qu'il y ait bien un léger résidu de ce type-là. Voilà, quand vous essuyez, vous passez la dernière couche de avec alcool, surtout mettez pas les doigts. Donc si vous voulez, vous mettez des gants, hein, des gants c'est tout simple, hein, des gants de ménage ça suffit, c'est pas très agressif. Et essuyez bien avec du non peluchant. Hein. N'utilisez pas là dans la dernière passe du papier essuie tout classique. Voilà. Ouais, il faut qu'il n'y ait rien qui traîne, puisque là on est prêt à passer l'après. Donc je vais passer 2 couches assez épaisses pour faire un après assez garnissant, puisque là j'avais quand même une énorme réparation à faire. Hein. Et puis j'étais sur une tôle en partie rouillée. J'attendrai une sèche complète. Aujourd'hui ça va pas sécher vite je pense. Mais bon, quand ce sera bien sec, c'est-à-dire que quand je passe un abrasif à la main, ça fait pas de bouloche dessous. Je passerai à la main. J'attaquerai sans doute au grain 400, voire 240, si je vois que j'en ai besoin pour uniformiser parfaitement la zone réparée. Et je finirai au 600. Avec 2 abrasifs ou 3 en principe, c'est bon. Et là, en principe, je serai prêt à appliquer ma base mat, mon vernis ou mon brillant direct, en fonction du besoin. Mon élément est prêt, hein, ma parabole en l'occurrence, qui pourrait être une aile ou une portière. Je vais faire un après gris clair. Donc comme j'ai un bon mètre carré, je vais préparer 300 cc de produit fini, donc 200 cc d'après, avec 35 cc de noir, 165 de blanc. Je mets 50 cc de durcisseur. Là, je mets du rapide, parce qu'il fait pas chaud.
que la pluie menace. Et 50 cc. De diluant standard. Donc 0,25 pour 1. 0,21, 0,25, 0,25. On peut mélanger soigneusement. Alors le vent se lève, hein. J'ai mis une bâche, vous l'entendrez balloter sans doute de temps en temps. Donc si je devais faire un vernis, je ne le ferais pas là, il y a trop de vent. Pour un après, comme j'ai bâché, il n'y a pratiquement pas de flux d'air à l'intérieur. Et vu que l'après on va le poncer, c'est pas trop grave. Donc mélanger soigneusement. Alors ces spatules c'est bien parce qu'elles sont faites, elles ont une forme pour aller bien dans les coins, partout au fond, sur les côtés. Voilà, vous voyez que j'obtiens avec seulement... donc là j'ai 17 à 18% de noir seulement et j'obtiens déjà un gris clair mais quand même un gris. Donc il faut très peu de noir, hein. Quand vous voulez casser le blanc, j'en mets 5% des fois. Hein. Voilà. Là on devrait être bon. Alors j'ai préparé aussi pour vous montrer un viscosimètre. Voilà, comme je veux un après suffisamment garnissant, sans excès, je vise une viscosité de 19 à 20. Donc je plonge mon viscosimètre totalement, qu'il soit bien immergé. Je soulève et je compte. Je chronomètre le temps qu'il faut au godet pour se vider. Voilà, je suis à 20 secondes, ce qui est parfait. Ensuite, bien sûr, il faut le nettoyer soigneusement. Vous le mettez dans un pot vide, quelque chose, avec du diluant, et vous le suivez soigneusement. Donc, je vais appliquer l'après. Pistolet Excel, buse 1.2, ouverture de tour un quart, j'ai plein. Je règle la pression au mano, ici en bout de ligne, en service à 2 bars. J'ai donc préparé 300 cc de mélange. Cette première pince nous permet de voir les éventuellement défauts tant que ce n'est pas sec, parce qu'il y a un bon brillant quand c'est humide. Donc éventuellement, si je vois à certains endroits des défauts, je peux recharger un peu plus pour avoir de la matière pour corriger au ponçage. J'applique la deuxième couche. Alors l'après je le mets avec l'élément horizontal, comme ça j'ai pas à dépendre pour poncer. Mais ensuite couleur et vernis je la mettrai en vertical, je la suspendrai. C'est plus compliqué en vertical, donc c'est plus révélateur.
Voilà, là-bas j'ai un petit dépôt, mais c'est pas grave, il partira au ponçage. Comme je vous le disais, il y a du vent. Si je faisais de la base mat ou du vernis, je m'abstiendrais. Pour de l'après épais, c'est pas grave. Donc là, je vais laisser sécher. Donc minimum avant de poncer, c'est 3h30. Sauf bien sûr si vous chauffez. Alors des fois je chauffe, surtout quand je fais des petites pièces comme ça. Tout simplement en mettant un sèche-cheveux dessous. Hein. Vous l'orientez, vous gagnez 2 heures. Mais là je vais laisser sécher tranquillement. J'ai autre chose à faire. Hop. Ah, mon après a bien séché. Pour accélérer un peu le mouvement, comme il fait froid, je l'ai mis au-dessus d'un radiateur. Ça va beaucoup plus vite. Là j'ai commencé à poncer, donc au 240. On voit très bien les différences hein, avec ces apprêts. Donc on va au 240 d'abord enlever toutes les grosses irrégularités que je vois. Et ensuite un petit coup de 400-600. Dès qu'on passe dessus, on voit là où il y a des bosses, ça ponce tout de suite. Les creux ne sont pas poncés. On ponce légèrement. Voilà, jusqu'à ce que ce soit uniforme. Comme là, à la réparation, j'en ai mis une bonne tartine. Puisque en moyenne, j'ai mis facile 200 microns de... Enfin, j'ai envoyé 300 cc sur l'équivalent d'un mètre carré, avec beaucoup moins bien sûr sur les zones qui étaient propres que sur la zone réparée. En moyenne, je dois être à 170 cc en résidu sec. Donc j'ai facile 200 microns de résidu sec sur les zones réparées, de dixième. Donc ça fait pas mal. Hein. Voilà. Là, quand j'ai poncé comme ça, on voit plus de zone de raccord. Ça veut dire que je suis bien au même niveau. Il n'y aura pas d'arête qui me fera des différences de réverbération de la lumière, de réfléchissement de la lumière. D'ordinaire, j'en mets beaucoup moins parce que pour avoir pleinement l'efficacité anti-corrosion avec cette qualité d'après, on n'a pas besoin d'en mettre des tartines. Hein. 50-60 microns déjà, ça suffit. Donc, sur la 406, j'avais mis une seule couche. Une seule couche. Donc j'avais mis environ 60 microns d'épaisseur. Hein. Je l'avais fait un petit peu comme on fait un wet on wet, un mouillé sur bouillé. Ça suffit. J'avais bien travaillé ma carrosserie, ma tôle était propre. Sans défaut. Ça suffit. Là, avec le même produit, moins dilué, en 2 applications, 3 applications sur les zones les plus abîmées. J'en ai déposé beaucoup plus. J'ai un résidu sec beaucoup plus important pour pouvoir corriger. C'est ce qu'on attend d'un garnissant. Voilà. À cet endroit-là, on voit des zones plus claires et plus sombres. Donc les plus claires sont les zones poncées, où j'ai un excès de matière. Les zones plus sombres sont des creux, où j'ai pas encore poncé. Donc je vais poncer jusqu'à ce qu'on voit plus de différence. Alors ce travail-là se fait toujours en tournant, pour pas faire de plat. En essuyant bien son abrasif régulièrement pour pas boulocher, parce que là on enlève quand même pas mal de matière. Et en faisant attention de ne pas percer. Si jamais d'aventure on perce, il faudra remettre un peu d'après. Mais c'est la condition sine qua non pour avoir un état de surface parfait. Là on est presque parfait. J'en laisse un peu quand même, parce qu'après il faudra passer du 400-600. Donc s'il reste un pouillème, on les réserve pour le 400. Voilà, donc, sur les zones qui n'étaient pas réparées, c'est pas la peine d'insister au 240. Hein. C'est surtout pour
fignoler les zones réparées. L'avantage en faisant comme ça, c'est qu'il n'y a qu'une seule phase d'après. Pas besoin de passer une, deux couches d'après, sûrement masser, compter, reponcer, attendre 3 heures entre deux. Donc ponçage au 400. Alors 400, il faut poncer jusqu'à voir une zone totalement poncée. Sans vaguelettes, poncées, non poncées, au niveau millimétrique. Hein. Quand vous avez des petites vaguelettes, vous allez poncer et vous allez voir, à un moment donné, vous avez du clair foncé, clair foncé. Il faut que tout devienne clair. Alors quand on met des couches d'après beaucoup plus fines, ça c'est pratiquement rien à faire. Hein. Puisque des vaguelettes, il n'y en a quasiment pas. Hein. Quand on fait un après pour faire comme du wet on wet, on dilue davantage, on met une couche plus fine, qui fait un forme fine beaucoup plus précis. Donc le 400, des fois je m'en passe complètement. Hein. Sur la 406, la plupart du temps, je ne vais même pas passer le 400. Directement au 600, on obtient un velours. Quand on met des couches d'après plus gardissantes, forcément on a moins un état de surface moins bon. Donc il faut soigner le 400. Alors on peut le reprendre au 240 quand on a vraiment de grosses imperfections comme j'avais sur la zone réparée. Mais j'aime bien 400 et après 600. 400, si on passe la base mat dessus, des fois on risque d'avoir besoin de mettre une passe de plus de base mat pour couvrir les rayures du 400 quand même. Donc le 600 c'est quand même beaucoup mieux. Donc je passe un coup de soufflette, mais uniquement parce que j'ai le filtre de ligne. Termine donc au 600. Nous sommes le lendemain. Donc j'ai dépoussiéré ma pièce et je l'ai simplement pendu à un clou pour le gros trou hein, là-haut qui sert à faire passer la monture. Aujourd'hui il y a un peu de vent donc j'ai un peu renforcé l'isolation, on voit que ça ballotte. Je vais commencer par dégraisser ma surface au dégraissant anti-silicone, donc en solvant. Hein, et ensuite un petit coup d'alcool ammoniaque séché et j'applique ma base mat. Et je suis donc bien d'accord. Je vais laisser sécher 3-4 minutes et j'appliquerai mon eau ammoniac alcool et séché. Donc maintenant eau ammoniac alcool avec le tampon pour les produits à l'eau. Voilà, quand le chiffon, quand le tampon glisse à nouveau bien sans s'accrocher, c'est que c'est bon, c'est sec. Donc voilà, je vais appliquer ma base mat. Donc je vais appliquer la même que sur la 406, hein, le bleu un peu soutenu. Alors je vais appliquer ma première passe de base mat. Je vais mettre un aller-retour en me décalant de 10 cm à chaque passe. Et je vais le faire en montant descendant comme je fais sur les voitures quand je fais les tours. Pendant que ça dissolvant, je vous montre comment je me protège des insectes. Donc vous voyez à gauche en haut une loupiote. On peut mettre ce que vous voulez. Hein.
de préférence en lumière blanche, qui éclaire non pas vers l'endroit où je peins, vers les pièces peintes, mais vers les parois. Et les parois, vous voyez que j'ai mis de la peinture jaune sur les montants, et j'ai mis des cartons avec des stries de peinture jaune. Le jaune éclairé est très attirant très attrayant pour les insectes. Donc dans l'agriculture, on utilise ce qu'on appelle les pièges jaunes, des bassines avec de l'eau, des bassines jaunes avec de l'eau, et les insectes jettent dedans. Donc quand un insecte voit de la couleur jaune vive éclairée, il fonce dessus. Donc là, il y a très peu d'insectes, hein. On est en mars, il fait, je vous disais, 7 degrés. Donc il y a encore très peu d'insectes. Par contre, il y en a déjà un petit peu. Donc là, le simple fait qu'il soit attiré plutôt de ce côté-là que vers le centre, où il n'y a pas de lumière directe et où c'est pas jaune, ça devrait suffire à me protéger. Quand je fais des vernis et que je sens qu'il y a une présence d'insectes assez forte, à ce moment-là, j'applique sur ces parois ici une fine couche de vernis sans durcisseur, avec du diluant lent. Donc je prends 100 cc de vernis, 50 cc de diluant, hein, et j'applique une passe de 100 microns à peu près, pour que ce soit bien poisseux. Et en ne mettant pas donc de durcisseur et du diluant lent, je vais garder une surface très collante et très attrayante pour les insectes pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui me permet d'avoir un temps sans insectes suffisant pour qu'une fois passé ce délai, mon vernis soit à l'abri. Les insectes peuvent aller dessus. Sur un vernis qui est en place depuis 1 heure, les insectes peuvent aller dessus, ça ne collera pas. Donc voilà, c'est très efficace. Parfois j'en mets même à l'extérieur, hein, quand le soleil, ça dépend où le soleil tape, parce que c'est pas tout d'être à l'ombre à l'endroit où on peint, il faut aussi que les alentours soient à l'ombre. Si c'est pas le cas, je passe un peu de peinture jaune, j'en ai mis à l'extérieur, hein, sur les palettes. Je passe un petit coup de vernis sans durcisseur et avec du diluant lent à l'extérieur. Les coins où j'ai mes loupiottes, j'en ai comme ça 6 loupiottes, ce qui fait que je fais tout le tour de ma voiture. Et c'est très efficace. Alors je ne le fais pas tout le temps, là je n'ai pas vraiment besoin, parce que les insectes il n'y en a quasiment pas. Mais vous voyez que j'éclaire, même j'ai pas forcément besoin d'éclairer aujourd'hui, hein. Il fait jour, il fait beau. Mais j'éclaire pour que le jaune soit plus lumineux. Et les insectes vont aller dans cette zone-là, ils vont se concentrer ici. Voilà, maintenant je pense que c'est désolvanté, je vais passer ma deuxième passe de base mat. Donc je vais appliquer 4 passes supplémentaires, deuxième couche. Normalement là, avec une dernière passe de finition, de satinage, ça devrait suffire. Ce qui nous fera 8 passes, je projette avec ces réglages là, je l'ai bien étalonné, hein, 22 cc par mètre carré par passe, comme j'ai 8 passes en 3 couches, ça me fera 176 cc par mètre carré projeté. En principe, c'est largement suffisant pour avoir une couleur parfaitement tendue, uniforme, avec ce genre de base mat. Donc la base mat, c'est de la base mat pure que j'ai dilue avec 80% de diluant standard. Donc 100 cc de... Là, j'ai préparé 200 cc, ça fait un bon mètre carré, hein, surface projetée, un peu plus. Donc j'ai préparé 200 cc de produit avec 110 cc de base mat pure et 90 cc de diluant standard. Donc après, je vais appliquer la page de finition, le satinage. Là, je ferai 3 passes, mais je vais réduire la pression. Je vais me tenir plus loin, à 30 cm environ, pour faire un brouillard. Et je vais donc me décaler davantage, de 15 cm au lieu de 10 à chaque passe. Donc ça correspondra à 2 passes classiques. Ma base mat est bien sèche. Alors bien sûr, je pourrais passer la couche de satinage, hein, mais je vais vous montrer, comme j'avais montré sur la vidéo où j'avais refait toute la 406, que quand on applique la base mat, on peut corriger. Donc là, je ne vais pas appliquer tout de suite le satinage, je vais corriger les défauts, même s'il n'y en a pas, pour vous montrer comment faire. Parce que, en règle générale, sur une voiture entière à l'extérieur sans cabine, quand on applique la base mat, si on fait bien attention, des défauts, on peut en voir. Alors d'où ils viennent? D'abord, vous avez pu faire des loupés au niveau du ponçage, donc vous pouvez avoir des grosses rayures que la base mat ne cache pas. La base mat laisse un résidu sec très faible, hein, de quelques dizaines de microns, quelques centièmes seulement, hein, mais plutôt 25 ou 30 que 60. Hein. Donc c'est très fin comme pellicule, ça cache peu les rayures.
D'autre part, vous pouvez avoir des zones où vous avez mal dégraissé, vous avez fait un incident, voilà, on fait tous des bêtises, et vous avez une zone qui accroche mal. Donc ça peut faire des auréoles, comme je vous ai montré sur la grosse vidéo de la 406. Et enfin, vous avez de toute façon des impondérables du style les insectes qui viennent et qui font leurs besoins. Donc les crottes de mouche, vous savez ce que c'est, hein, les chiures de mouche. Tous les insectes en fond peuvent se balader. Alors un petit moucheron de rien du tout qui vous fait qui fait ses besoins, qui font 1/10 de millimètre, ça vous fait un petit point. Vous en verrez souvent des tout petits points où il y a un rejet de la base mat. Alors c'est pas grave, hein. Si vous appliquez votre satinage, vous en baissez une couche et demie au lieu d'une, vous pouvez masquer, mais enfin, on peut corriger tout ça, toutes ces petites imperfections, à condition de bien laisser sécher la base mat. Là, ça fait 3/4 d'heure que ça sèche. Et vous poncez délicatement au grain 600, 800, je préfère le 800. Vous pouvez penser au 600 aussi, le 800. La base mat se ponce très très facilement, ça part tout de suite. Donc faites attention, hein, c'est pas la peine d'en gaspiller. Mais on peut refaire à ce stade-là, vous attendez environ 3/4 d'heure, max 1 heure. Et vous corrigez tout ça. Après, on ne va pas tout repeindre, hein. On va rappliquer de la base mat là où on en a enlevé le plus, là où éventuellement on peut revoir l'après. On corrige ça, on uniformise et on passe après, une fois que c'est bien désolventé, la couche de satinage. C'est important parce que ça dédramatise un peu les choses. Si vous avez encore à ce stade-là des imperfections, il n'y a aucun souci, vous corrigez ça très facilement. La seule condition pour ça, c'est d'avoir un peu de rab au niveau de la base mat. Donc vous voyez qu'avec 176 cc par mètre carré, je vais couvrir, parce que là j'applique une couche de satinage, c'est nickel, hein, le tendu. Par contre, vous aurez peut-être des endroits à refaire. Pour refaire un endroit comme ça, vous comptez à peu près l'équivalent de 3 passes, c'est-à-dire 66 cc par mètre carré. Vous n'aurez pas toute la voiture à refaire. Donc rajoutez, on va dire, au lieu de 176, vous rajoutez 44, ça fait 220. Voilà, 220 cc par mètre carré, vous avez du rab. Donc si vous faites une voiture, alors comme la 406 à 13 mètres carrés de surface peinte, projetée, avec les bordures et tout ça, les pertes, ça fait 110 cc au mètre carré, ça fait 1,43 litres de pur. Vous rajoutez 44, ça fait 30. Vous rajoutez 0,4 litres. Donc au lieu de prendre 1,4 litre, prenez-en 1,8 litre. Et vous aurez vos 0,4 litres de rab pour corriger les défauts, éventuellement refaire un morceau où il y aurait un gros massacre. Ça coûte pas cher, hein. 0,4 litres, passer de 1,4 litre à 1,8 litre, ça fait peut-être 20 et quelques euros de plus. Donc il ne faut pas économiser 20 euros quand on refait une voiture entière. Si ça doit générer le fait que vous n'y arrivez pas parce qu'il vous manque 200 cc de base mat, c'est un peu bête. Ou de passer à côté d'une réfection qui aurait pu apporter un bien meilleur rendu. Donc voilà. Là, donc, je vais faire semblant d'avoir ça à refaire. Je vais vous montrer, hein. Voilà, donc je vais poncer légèrement au 800 ma base mat. Voilà, c'est le genre de ponçage léger que vous pouvez être amené à faire. Voilà, j'espère que vous le voyez, je vais essayer de zoomer. Voilà, vous voyez la zone plus claire, là, c'est l'après. Donc à cet endroit-là, je vais passer 3 petites passes légères. Ensuite, je passerai 2 passes partout pour la raccroche. Et j'appliquerai ma finition. Donc là, avant d'appliquer la suite de la base mat, vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez poncé très légèrement, vous essuyez proprement avec du tampon d'essuyage pour produit de cas, la cellulose en huile de polyamide. Vous pouvez peindre dessus en principe directement. Je préfère repasser un dégraissant. Alors j'entends parfois que sur une base mat, il ne faut pas dégraisser. Alors c'est vrai si vous utilisez des dégraissants en solvant, bien sûr, hein. La base mat est un produit 1K, donc si vous passez un produit en solvant, ça va tout décaper, hein. Ça va être une catastrophe. Il faudra tout refaire. Par contre, on peut utiliser des produits en phase aqueuse, et notamment la fameuse solution au ammoniac alcool. La condition, c'est que ce soit sec. Donc 3/4 d'heure, j'ai attendu avant de poncer, 50 minutes, une petite heure, et vous pouvez appliquer eau ammoniac alcool sur une base mat. Vous essuyez bien à sec. Vous attendez 5 minutes que ça sèche bien à cœur.
et vous continuez. Donc là, vous allez voir du bleu sur le tampon, parce qu'en fait, c'est la poussière. Mais eau ammoniaque alcool, ça ne dissout pas la base mat. Hein. C'est comme si vous lavez une peinture classique de mur de maison. C'est de la peinture Inca, le peinture de maison. Hein. Donc tampon d'essuyage à l'eau, eau ammoniaque alcool. Voilà. On mouille. Voilà. Donc le vrai boulot, c'est quand on essuie. Hein. La première passe, quand on mouille, c'est juste pour mettre du produit. Quand on essuie, on va nettoyer et uniformiser. Il faut que ce soit bien fait. Donc faites attention à ne pas mettre les doigts dessus. Si vous... Là, il n'y a pas grand chose à faire, donc on se concentre. Mais si vous avez beaucoup, mettez des gants. Voilà, là, je vais laisser désolvanter 5-6 minutes. Et faire un aller-retour partout. Voilà, les petits coups sur les zones les plus attaquées sont sèches, sont secs. Donc je vais appliquer une passe de reprise. En fait, au lieu de faire une passe de satinage, enfin une couche de satinage de l'équivalent de 2 passes, je vais en faire 2. Donc là, je vais passer un voile, j'attends 5-10 minutes, et un deuxième voile, et ce sera terminé. Donc là, j'applique ma première passe de satinage. J'ai abaissé la pression à 1 bar 3, 1 bar 4, et je vais me tenir à 30 cm de la zone en me décalant de 15 cm au lieu de 10. Voilà, pas plus que ça. Je laisse désolvanter, quand c'est mat, je refais la même chose, et c'est terminé. Je vais bien laisser désolvanter 20 minutes environ, 25 minutes, et appliquer mon vernis. J'ai fini ma base mat, je vais passer au vernis, donc il faut que je nettoie mon pistolet. Alors pour nettoyer le pistolet d'abord, donc j'utilise des vieux bidons de pétrole hein, pour le chauffage qui sont vides. Là, j'avais déjà enlevé le plus gros de ma base mat, je l'ai remise dans le pot bien sûr, la base mat, il n'y a pas de durcisseur donc on la réutilise. Là j'ai versé les quelques gouttes qui restaient. Je remets ou 40 cm3 de diluant standard. Alors la base mat elle était diluée au diluant standard. Mon vernis également, donc j'utilise du diluant standard, le même. Quand je change de diluant, je commence par nettoyer au diluant que je viens d'utiliser et je termine avec le diluant que je vais utiliser. Je remue et je pulvérise une quinzaine de secondes dans mon bidon. Et ensuite, je vide l'excédent dans le bidon. Donc, je répète l'opération. 30 à 40 cc de diluant. Je remue. Là, avant qu'il en reste plus, presque plus, je vide presque tout le diluant qui reste, mais pas tout à fait, je veux que mon filtre soit encore rempli.
Voilà. Il va en rester un peu, c'est pour ça que je mets des gants. Voilà. Là, j'ai donc ici il y a un excédent de diluant. Je retire mon filtre. Je retire mon filtre et l'excédent de diluant, je le vaporise à l'intérieur. Je souffle les côtés. Mon filtre est propre. Je remets un peu de diluant propre directement dans le trou. Je répète l'opération. Voilà. Je remets mon filtre. Donc dans ce sens, hein, la queue en haut. Enfoncez bien à fond. Je remets mon godet. Et pour la troisième fois, je remets 30 à 40 cc de diluant. Là, j'attrape un papier d'essuyage. Je vaporise un peu de produit sur mon papier d'essuyage. Et j'essuie la buse. Et tous les petits trous qui sont partout. C'est très important si vous voulez conserver une bonne régularité du jet. Là. Ensuite, vous en trouverez, vous ne le fermez pas à fond, et vous secouez pour que du diluant aille sur l'extérieur. Et vous essuyez. Vous essuyez bien, vous en renvoyez. Essuyez bien partout. Et vous vérifiez l'intérieur du couvercle. Et là, vous pouvez également vaporiser. N'oubliez pas les pas de vis. Voilà, vérifiez l'intérieur. Donc j'ai vu que certains craignaient que les pistolets de couleur délavent. Non, ça c'est de l'anodisé, ça part pas. Hein. Si vous avez un pistolet de couleur qui part, c'est qu'il a été peint et vous pouvez le mettre à la poubelle. Hein. C'est que les gens qui les ont fabriqués, ils ne comprennent pas très bien ce qu'est un pistolet. Donc nettoyez bien aussi les vis, pour que les repères soient toujours bien apparents. Et nettoyez également la mise à l'air, qui reste bien propre. Voilà. Et vous videz. Voilà, en pratiquant ainsi, on peut utiliser le pistolet un très grand nombre de fois. Parfois, je peux faire pratiquement 2 voitures complètes après base de mat vernis sans démonter mon pistolet. À condition de le faire soigneusement comme ça à chaque fois. Donc surtout, alors c'est quand on passe, le plus important c'est quand on passe de l'après à la base mat et de la base mat au vernis. Le vernis lui ça va très très bien, il n'y a pas de dépôt, pas de résidus. Un piège c'est de se tromper de durcisseur ou de diluant. Si vous vous trompez, vous allez avoir des précipités. Là vous allez avoir des grumeaux qui vont se former, qui vont boucher vos filtres et qui vont pouvoir s'infiltrer. Là il faut tout démonter. Mais bon, en principe, si on fait un peu attention à préparer, on ne se trompe pas. Ça m'est arrivé de me tromper de durcisseur et croyez-moi, maintenant ça ne m'arrive plus.
Donc maintenant je vais préparer le vernis. Je vais vous montrer comment on prépare le vernis et qu'on vérifie la viscosité. Dans mon godet, j'ai mis donc 200 cc de vernis Easy UHS. Donc un vernis à séchage standard, une vingtaine d'heures environ à 20 degrés. J'utilise ce vernis pour vous le montrer. C'est un vernis que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement facile à utiliser pour obtenir un très très bon résultat. Le brillant est très exceptionnel et en plus c'est un excellent compromis entre coulure et capacité à former le film. Donc vraiment celui-là, quand on ne redoute pas la pluie ou qu'on a le temps de le faire sécher gentiment, c'est vraiment exceptionnel comme résultat. Ou si on est en cabine, alors là c'est génial. Là je l'utilise parce qu'en fait on est le matin, il fait très beau, on va avoir du soleil. Donc je vais appliquer mon vernis, puis une heure et demie après, en faisant attention, je le mettrai en plein soleil. Ce soir il sera complètement hors de danger. Donc j'ai mis 200 cc de vernis UHS Easy, 100 cc de durcisseur standard et 50 cc de diluant. Standard également. Je mélange soigneusement. Je plonge mon viscosimètre dans la solution jusqu'à ce qu'il se remplisse un peu en biais. Voilà. Quand il est bien plein, je suis juste à fleur là. Hein. Bon, il faudrait qu'il soit un peu plus en dessous, mais je suis bon, hein, il est plein. Je soulève et je compte. Donc je mesure ou je chronomètre. Encore mieux. Hein. Je chronométrer le temps qu'il va mettre à se vider. Là, on est à 22 secondes. C'est trop. Je vais être à 18 avec ce vernis-là. Je suis généralement à 17,5 avec le Excel. 18 avec le Easy. Donc 18 à 22, je vais rajouter environ 0,1, donc 20 cc de diluant standard. Alors au niveau de diluant et durcisseur, j'utilise du standard alors qu'il fait que 8 degrés pour toujours être un cran au-dessus, pour laisser le temps à mon vernis de bien se détendre. Et je remesure à nouveau. Là, je suis à 18 secondes. Parfait. Donc, mon produit est prêt, bien mélangé, propre. Et je vais attaquer la peinture, l'application du vernis sur ma parabole. Donc là, je vais changer la pression. Pour le reste, les réglages restent les mêmes. Hein. Ouverture à 2 tours 1/4. Ma buse ne change pas d'orientation, tout pareil. Il n'y a que la pression qui va changer. Donc je règle la pression au mano de ligne, juste avant le pistolet. Voilà, j'ai 2 barres 3, c'est parfait. J'ouvre ma mise à l'air pour refaire la pression, je la rebouche pour éviter les coulures. J'ai préparé beaucoup plus de vernis que ce qu'il faut là. Là, je vais consommer peut-être 180 cc, 200 cc maximum de vernis. Mais j'ai d'autres choses à faire que je vous montrerai plus tard.
Donc une première passe d'accroche, ça doit rester légèrement grumeleux, satiné. C'est pour éviter que la passe plus épaisse coule. Une première passe de vernis comme ça va très bien accrocher la suivante, qui va favoriser son accroche. Donc, et éviter les coulures. Là, je laisse à peu près désolvanter, on va dire une dizaine de minutes. Et ensuite, j'appliquerai ma deuxième couche, qui fera là 6 passes. 6 passes, ça correspond à un volume projeté avec cette viscosité, ce pistolet, buse 1.2 à environ 132 cc au mètre carré. Donc, c'est ce que j'ai retenu comme l'optimum entre l'absence de coulure et la formation du film. Donc, dans 10 minutes à peu près, on fait la deuxième passe et on va voir le résultat. Bon, jusqu'à présent, j'ai aucun dépôt, ni de poussière, ni d'insectes, ni rien. Donc, il y avait du vent, mais j'ai bien bâché derrière, vous voyez. Le vent passe tout autour. J'ai masqué en bas aussi, j'ai bouché en bas pour pas qu'il y ait de courant d'air. J'ai mis mes lumières en place pour que la lumière soit diffuse, mais j'ai pris soin d'éteindre les lumières qui éclairaient précédemment directement pour vous montrer des choses. Là, quand on fait du vernis, il ne faut jamais éclairer directement la surface. Sinon, les insectes y foncent dessus. Voilà, 10 minutes après, environ, j'applique ma deuxième passe, ma deuxième couche de vernis, la couche finale. Même réglage, même technique, mais 6 passes au lieu de 2. Voilà, ponctuellement, si vous voyez des zones où il en manque probablement un peu, faire très attention, hein, parce que s'il passe, en principe on est bon quasiment partout, donc il faut y aller tout doucement. On peut rajouter un petit voile pour uniformiser, mais tout de suite, n'attendez pas 10 minutes, vous allez faire de la peau d'orange. Donc dans la minute qui suit, les 30 secondes qui suivent, si vous voyez un endroit où c'est moins tendu, alors que ça fait déjà à peu près une minute que c'est appliqué, pas tout de suite, hein, attendez une minute, vous pouvez rajouter un voile léger, mais tout de suite. On va laisser le vernis s'étendre tranquillement, et quand il sera bien sec au toucher, on la prendra délicatement, on la mettra au soleil. Donc voilà, je l'ai mise au soleil pour qu'elle sèche bien. Je pense que là vous devez voir le bleu métallisé qui remonte pas mal déjà. Voilà, là on est en plein soleil, elle a commencé à durcir un petit peu. Voyez, je ne sais pas si vous voyez des petits points, mais c'est des saletés des poussières, des bouts de bois. Vous voyez, on est en train de faire des travaux là, en train de préparer des palettes en bois. Mais sinon, j'espère que vous voyez le tendu. Alors là on est en plein sur la zone réparée, hein. On voit pas beaucoup de différence avec la zone d'origine. Alors moi j'arrive à voir des nuances, mais à ce niveau-là, à part moi, il n'y a pas grand monde qui peut les voir, je pense. Voilà, donc là c'est pas du tout poliché ni rien, c'est brut comme ça de peinture. Voilà, je tourne. Là ici, vous voyez par exemple là. Il y a des insectes. Le vernis en principe, il est quasiment bon tel quel. Quelques petites bricoles, mais vraiment pas grand chose. Alors plutôt que de pas perdre mon temps à rectifier et policher ça, on va le laisser bien sécher. Je vais le reprendre comme si je voulais en fait refaire une peinture, mais sur vernis. Donc avec un ponçage très léger, au grain 600, 800. Et on va faire un après wet on wet, mouillé sur mouillé. Et on enchaîne direct avec... alors là, tant qu'à faire, je ne vais pas faire de la base mat et vernis, mais je vais faire du brillant direct. Comme ça, je ne vous ai pas encore montré mes brillants directs. Et j'en ai fait un qui était jaune vanille, très clair, qui n'est pas facile à courir. Donc, je crois que je vais faire ça. Donc, on va laisser sécher comme ça. Et puis, on va la reprendre au 600. Et enchaîner derrière un wet on wet, mouillé sur mouillé, et un brillant direct.